Ouverture des assises préparatoires de la 26e session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEAC. La commission planche entre autres sur l'insécurité en Centrafrique, la libre circulation et la création d'un fonds pour l'emploi des jeunes en zone CEMAC. Et puis le lancement du projet d'implémentation d'un système de mesure d'audience des radios et télévisions du Gabon. Pastor Ngouanem, le ministre de l'économie numérique et de la communication et de l'économie numérique, bien sûr, de la Poste, a donc donné ce jour le lancement, le top, et c'était à la maison Georges Rawiri, ici même. Merci pour votre fidélité renouvelée, madame, messieurs, bonsoir, et surtout bon confort d'écoute. Le président Ali Bongo Ondimba a donc quitté Libreville ce matin pour Tunis, la capitale de la Tunisie. À son départ à l'aéroport international Léomba était donc présent le Premier ministre, chef du gouvernement. Il était salué donc, le chef de l'État, à son départ, et également plusieurs autres personnalités, comme nous le rapporte ici. Bienvenue Minko Armamou Pende, Cédric Aleka de la presse présidentielle. La lutte contre la pauvreté bat son plein au Gabon. L'ère aujourd'hui est au changement de paradigme. Au lendemain de la réception officielle du document stratégique d'investissement humain, le chef de l'État se met en route pour Tunis, en quête de partenariats et d'échanges fructueux. Dans la capitale tunisienne, le président Ali Bongo Ondimba est aussi attendu pour apporter son soutien au processus de réforme constitutionnelle de cet État d'Afrique du Nord. Soutenu par la communauté internationale, dans son projet de révision constitutionnelle, la République de Tunisie inéluctablement entame une nouvelle phase de son existence, une dynamique insufflée par le printemps arabe. Le séjour du président de la République dans ce pays s'inscrit bien dans le droit fil du renforcement des échanges et des liens d'amitié avec le Gabon. Des entretiens bilatéraux avec le président Monsef Marzouki devraient certainement ponctuer cette visite d'amitié et de travail de 48 heures. Voilà, et puis vous ne le savez peut-être pas, mais la Tunisie a une nouvelle constitution. La présentation officielle de cette loi fondamentale aura donc lieu demain dans la capitale tunisienne. Un événement qui verra donc la présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement des pays étrangers, et parmi eux, bien sûr, le numéro 1 gabonais. Delphine Yari, Hervé Mangumba, Anissé Sambaboubou de la presse présidentielle. Revient peu à peu en Tunisie. En cette journée du 6 février 2014, Tunis présente un visage jovial. Les drapeaux rouge-blanc frappés d'une étoile et d'un croissant de lune flottant sur des mains indiquent bien que le pays s'apprête à vivre des moments forts de son histoire politique. La promulgation de sa nouvelle loi fondamentale, laquelle a été adoptée le 27 janvier dernier lors d'une séance solennelle au terme d'un plébiscite des députés. 200 voix pour, 12 contre et 4 abstentions. L'événement est historique et des invités de marque vont y prendre part. Souverains, chefs d'État, chefs de gouvernement, bref, autant de personnalités qui devront marquer de leur présence la dite cérémonie. Ali Bongo Ondimba du Gabon a répondu à l'invitation du président Monsef Marzouki. Aux côtés d'autres représentants des pays frères et amis de la Tunisie, le président de la République va assister à une étape importante vers l'aboutissement de la transition politique en Tunisie. Et puis on parle à présent de l'ouverture des travaux du comité inter-État préparatoire à la 26e session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEAC. Ces assises qui se tiennent à Libreville, la capitale gabonaise, permettront à la commission de plancher notamment sur des points tels l'insécurité en Centrafrique, la libre circulation et puis bien sûr la création d'un fonds pour l'emploi des jeunes en zone CEMAC. Cabrel Guilain-Lemami, Chrislin Maïna, reportage. D'un président de la transition et la nomination subséquente d'un premier ministre ainsi que des nouveaux membres du gouvernement en République centrafricaine, pays du siège institutionnel de la commission CEMAC. Il s'agit entre autres pour la commission de plancher sur certains points majeurs tels que l'instabilité et l'insécurité en Centrafrique, le problème de la libre circulation en zone CEMAC et enfin la création d'un fonds dénommé Train My Generation. Au cours de l'année 2013 qui vient de s'achever, le chef d'État réuni ici même à Libreville
ont adopté plusieurs décisions dont la pertinence pour la consolidation de notre intégration communautaire n'est plus à démontrer. En parcourant à nouveau les différentes décisions prises à l'issue de ces assises, j'ai noté avec beaucoup de satisfaction que les réunions de ce mois de février ont essentiellement pour vocation de faire le point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de ces décisions, afin de rendre compte au Conseil des ministres de leur niveau d'exécution. En ce qui concerne l'insécurité en Centrafrique et dans le but de préserver les activités des structures communautaires à Bangui, il s'agira pour la Commission de trouver les voies et moyens du transfert provisoire de leur siège à Libreville. Ces assises devraient permettre aussi de prêter une attention toute particulière à la situation du Cameroun quant à l'application par cet État membre de la communauté de l'accord de partenariat économique dont les conséquences sur le fonctionnement de l'union douanière en zone CEMAC font craindre une remise en cause de l'existence de cette union. En outre, dans le cadre de l'amélioration de l'emploi des jeunes de la zone CEMAC, la Commission réfléchira sur les éléments pouvant aboutir à la mise en place d'un fonds dénommé Train My Generation. Cette réunion inter-État de la CEMAC se tient en prélude à l'organisation de la 26e session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEAC, Union économique d'Afrique centrale, et de la célébration du 20e anniversaire de la CEMAC. Et puis l'ouverture ce matin au siège du CES, le Conseil économique et social, des travaux de la commission permanente, des travaux qui préparent notamment la tenue de la première session ordinaire de 2014. Paul Biogemba, le président de l'institution, a dirigé les travaux. Frédéric Alogo et c'est ça, Idriss Mongala. En prévision à la prochaine session ordinaire du Conseil économique et social du 18 février au 6 mars de l'année en cours, la commission permanente a été convoquée ce jour en vue de préparer ces assises qui vont s'étaler sur 2 semaines. Sur convocation du président de l'institution, Paul Biogemba, 3 thèmes essentiels ont été arrêtés par le bureau. Ceux-ci seront soumis à l'ensemble des conseillers membres dans 14 jours. Le premier porte sur la microassurance, opportunités et perspectives. Le second a trait au rôle des collectivités locales dans la production agricole en vue de la réduction de la dépendance alimentaire. Le troisième, enfin, repose sur l'aménagement et la gestion des marchés municipaux et départementaux. La raison fondamentale de ce triple choix qui touche aux besoins vitaux du pays avec le président du CES. Nous avons pensé au niveau du Conseil économique et social qu'il fallait mettre en place un système de micro-assurance. Naturellement, il faut maintenant l'étudier, le calibrer, voir ses prérogatives, voir ses dimensions. En fait, nous réfléchissons pour pouvoir formuler un avis au gouvernement en ce qui concerne un moyen d'accompagnement de la micro-entreprise. Les collectivités locales, conseils municipaux et conseils départementaux, peuvent être de bons acteurs, des acteurs aux côtés d'autres, aux côtés de l'État, aux côtés des privés, des personnes physiques, personnes privées, pour produire sur le plan agricole et réduire cette dépendance que nous constatons aujourd'hui et qui s'accompagne de prix pas toujours abordables. Tout le monde le constate. Les marchés improvisés naissent un peu partout, dans des conditions difficiles, aussi bien au niveau de l'hygiène que de la sécurité des personnes qui s'y rendent ou qui vendent. Ça devient un gros souci et le Conseil économique et social a pensé qu'une réflexion approfondie, étayée, pourrait être faite à ce niveau-là et proposer à l'issue de cette réflexion des axes d'action sous forme d'avis et de recommandations au chef de l'État, au gouvernement, au Parlement. Il s'agit pour Paul Biogemba de traiter des problèmes pragmatiques qui permettront d'émettre des avis utilisables au regard de l'état des lieux du pays. Proposer aux autorités gouvernementales des voies aménagées pour qu'elles s'approprient cette manière de voir à travers cet avis à formuler au président de la République et au Parlement. Et puis dans l'actualité également, le lancement officiel du projet d'implémentation d'un système de mesure d'audience des radios et de télévision au Gabon. L'événement s'est déroulé ce jeudi même à la maison Georges Rawiri et c'est le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste, Pastor Ngwa-Nem, qui a donc lancé officiellement ce projet. Comme nous le rapporte dans cet élément Cyril Ngaleko, Serge Ndiengi Mabila.
pour le lancement officiel de ce projet qui doit à terme permettre la libération des ondes dans les médias, l'amélioration de la qualité des programmes et des émissions de radio et télévision, gérer la publicité pour intéresser les annonceurs et accroître les opérateurs, les responsables des médias, des régies publicitaires, les annonceurs et l'ensemble des professionnels de la communication n'ont pas manqué à l'invitation des autorités du ministère de la Communication. Pastor Ngouanem, sur les pas de l'ancienne équipe du ministère, a tenu à porter haut ce projet d'implémentation de la mesure d'audience des radios et télévisions au Gabon. Basé sur la collecte des données sur le terrain et des sondages dans les localités représentant 75% de la population du pays, donc d'audience, à savoir Libreville, Port-Gentil, Franceville et Oyem, la présentation de l'étude par Médiamétrie et Omédia a donné lieu à une série de questions-réponses. C'est tout simplement le journaliste qui pose la question en pensant à ce qui s'est passé avec la biométrie, combien ça coûte. C'est tout. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de renforcer d'abord la couverture nationale en radio et en télévision avant de mesurer les audiences d'impact, sachant très bien qu'il y a des zones d'ombre, il y a des zones où on ne capte pas la télévision publique, pas de radio publique. Je vous remercie. Nous sommes à l'aube de 2015 et que donc nous sommes, et ça répondra à votre question, je l'espère, au moment de la transition des systèmes de diffusion analogique que vous mettez sans doute fort justement et avec raison en cause, mais qui vont de toute manière être obsolètes et terminés d'ici moins de 2 ans pour un stade de diffusion digitale numérique. Pour arriver à produire des résultats probants au cours de la campagne de communication qui sera menée par les techniciens sur le terrain, les populations des localités choisies devraient se montrer coopératives. C'est le lieu de rendre un hommage mérité à mon prédécesseur, le ministre Blaise Louembé, qui a jeté les bases du projet d'implémentation des mesures des audiences, des radios et des télévisions du Gabon. Ce projet consiste à mettre en place un système permettant de mesurer par sondage à tout moment les audiences des médias audiovisuels, d'asseoir sur la base de ces mesures un jugement sur l'audience et la qualité de ces médias, d'insuffler la concurrence entre médias et de fournir aux annonceurs et aux publicitaires des mesures fiables leur permettant de choisir parmi les différents supports audiovisuels celui ou ceux devant accueillir leur message. Cette étude va s'articuler autour de 4 objectifs, à savoir juger la qualité des programmes et des émissions de radio et télévision, la publicité pour intéresser les annonceurs et accroître les opérateurs, sera menée par Omédia Gabon. Notez également que le directeur général adjoint en charge de la radio Gabon convie, mesdames et messieurs, les responsables des organes de radio domiciliés à Libreville ou leurs représentants bien vouloir prendre part à la réunion de concertation et de travail qu'il organise au 3e étage de la maison Georges Rawiri demain, vendredi 7 février 2014 à 15h30 à l'occasion de la 2e édition de la Journée mondiale de la radio célébrée, vous le savez, le 13 février de chaque année. D'où l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. On parle à présent de cette visite du ministre de la Justice, Séraphin Mounouga, hier donc au Palais de Justice. Une visite de prise de contact en présence de tous les responsables, comme qui dirait, de la maison judiciaire. Le ministre a pu donc apprécier leurs conditions de travail. Chérel Bongota, Chrislem Maïnda pour le compte-rendu. Palais de justice de Libreville, c'est ici que les autorités judiciaires font respecter la loi et les droits d'autrui. Le ministre en charge de ce département, nouvellement nommé, procède au tour du propriétaire. Objectif, s'informer au mieux de l'organisation des lieux, prendre la mesure des difficultés pour finalement apporter sa contribution dans l'amélioration du service. La visite débute à l'école de la magistrature. La structure, créée en 1973, forme au métier du droit. Magistrat, greffier, huissier de justice et agent de la sécurité pénitentiaire. Ensuite, salle d'audience, bureaux administratifs, en passant par le cabinet d'instruction, le siège et le parquet de la République. C'est un mini-marathon pour Séraphin Mounouga,
accompagné des différents responsables de la maison judiciaire. Au terme de la visite, le ministre n'a pas manqué de relever le caractère sacré du rôle de ces hommes de loi, tout en les exhortant sur l'importance de pratiquer justement et équitablement. La fonction de juge est une fonction complexe. Juger les autres, c'est la chose la plus difficile parce que, à la limite, il est même interdit aux hommes de juger parce que c'est une fonction divine. Et lorsqu'il est décidé de confier le pouvoir de juger à des gens qui ne sont pas des divins, ils doivent au minimum être des sages. Les difficultés de fonctionnement ont également concentré l'attention, même si plusieurs réformes ont été engagées. Il est question ici d'accélérer ces réformes dans le seul but d'assurer la continuité dans le cadre de l'amélioration de l'action judiciaire. Nous savons qu'il y a le tribunal de Ntoum, qui est quasiment terminé, mais qu'il faut parachever. Vous savez en même temps qu'il y a un important programme de construction d'une nouvelle prison à Koltan. Il y a des questions liées aux équipements. Nous avons pris bonne note. On devrait pouvoir imaginer les voies et moyens pour essayer de remettre à flot ce qui est encore possible d'être ainsi mis. Fin de la prise de contact. Séraphin Mundunga a appelé tous les personnels du palais de justice à travailler dans la synergie pour une justice plus forte. Et puis notez également que la présidente de la Chambre nationale des huissiers de justice du Gabon, maître Eliane Oberdono Ntala Leouri, elle informe les huissiers de justice et les clercs d'huissiers qu'une réunion relative à l'organisation du 31e colloque de l'unité de formation des huissiers de justice d'Afrique aura lieu demain, vendredi 7 février 2014 à 14h. Et ce sera au salon Akajo, au 8e étage de l'hôtel intercontinental au Koumé Palace. La présence de tous est indispensable. Un invité dans cette édition d'information, il s'agit de monsieur Clé Martial Obam. Bonsoir. Bonsoir Martial. Alors, vous êtes conseiller à la communication et porte-parole du maire de Libreville et vous venez nous édifier sur le programme, un programme sur donc l'installation du nouveau maire demain. C'est bien cela? C'est cela. Voilà. C'est pour décliner effectivement le programme officiel de la cérémonie d'installation de Madame le maire de la commune de Libreville. D'accord, nous vous écoutons. Vendredi 7 février 2014, 9h, mise en place terminée. 9h15, arrivée des agents municipaux, 9h30, arrivée des chefs de quartier, 9h40, arrivée des conseillers municipaux, 9h45, arrivée des invités, 10h, arrivée des officiels, 10h15, arrivée des maires adjoints de la commune de Libreville, 10h30, arrivée de Madame le maire de Libreville, 10h35, arrivée de Monsieur le gouverneur de la province de l'Estuaire, 10h40, arrivée de Monsieur le ministre délégué de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation. 10h45, arrivée de Monsieur le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation. 10h50, arrivée de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. 11h, début de la cérémonie. Voilà. Merci donc. Je rappelle que nous étions avec monsieur. Oui, vous avez quelque chose à ajouter? Justement, pour préciser que lundi prochain, il est indiqué, selon la note d'information qui est datant du 5 février, revêtue du sceau de la mairie et signée des mains du secrétaire général de la mairie, il est prévu la passation des charges entre les maires sortants, les maires adjoints aussi, et les maires entrants et leurs adjoints le lundi 10 février 2014 à partir de 10h. Donc à la mairie de Libreville, donc l'hôtel de ville. Donc la cérémonie sera présidée par le gouverneur de la province de l'Estuaire, en présence du secrétaire général de la mairie, du directeur de cabinet, de l'inspecteur municipal et du directeur général des finances et des recettes. Voilà.
Merci à vous, Clémentia Lobam, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le conseiller à la communication et porte-parole du maire de Libreville. Vous étiez là notamment pour demain, pareil au plus pressé, la cérémonie officielle d'installation donc du nouveau maire de Libreville. Et le Premier ministre, chef du gouvernement, sera présent donc à cette cérémonie. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal et on parle de la démocratie de 1960 à nos jours. Quel bilan? C'est du moins le thème d'une table ronde qui a réuni à l'université Omar Bongo professeurs et étudiants pour mesurer notamment le chemin parcouru, mais tout en soulignant les hauts et les bas. Le reportage de Biwagou Mikala, les images d'Yvette Okosa. Professeurs, enseignants de l'université Omar Bongo, ceux venus d'autres universités de la sous-région, étudiants et adeptes du savoir se sont retrouvés au foyer Joseph Avaro de l'institution à l'occasion d'une table ronde pour revisiter l'histoire de la démocratie dans notre pays en s'appuyant sur le thème « La démocratie de 1960 à nos jours, quel bilan ?» Le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines est entré de plein pied dans le vif du sujet. Ils s'attelleront à la mettre en perspective tout en regardant sur le miroir, en montrant et découpant les différentes strates des moments d'avènement, de rupture et de continuité du processus démocratique du Gabon depuis 1960. Dans la même approche, Pierre Romuald Opiga, représentant le directeur du département de l'histoire et de l'archéologie, empêché s'est prononcé sur les péripéties de la démocratie. Il s'agit de mobiliser tout le potentiel critique des sciences humaines et sociales pour dégager ce qu'il y a de véritablement universel entre le fait démocratique et la réflexion universitaire. Ouvrant les travaux, le professeur Marc-Louis Ropivia, recteur de l'université, a souligné l'importance de ces assises. S'interroger sur la démocratie au Gabon de 1960 à nos jours et s'assigner pour tâche d'en faire un bilan, c'est prendre d'emblée le parti intellectuel d'affirmer son existence indéniable et de supposer qu'elle est exercée par les citoyens de manière indiscutable avec sa cohorte de libertés fondamentales. 2 jours durant, les participants plancheront sur ce thème pour mesurer les avancées accomplies par le Gabon en matière de la démocratie, tout en soulignant les points faibles susceptibles d'être corrigés afin de consolider cette jeune démocratie. Comprendre le phénomène de l'émergence, c'est du moins le titre de l'essai du professeur Robert Evola de l'université de Yaoundé 1, un nouveau venu donc dans l'univers littéraire. Et cet essai a d'ailleurs fait l'objet d'une présentation au public à l'esplanade de la Maison de la Presse. Laetitia Osiadjoui, Gérard Mindou, compte rendu. Devant le challenge que constitue l'émergence des pays africains, avec des échéances fixées par les uns à l'horizon 2025 et 2035 pour d'autres, l'essai comprendre le phénomène de l'émergence commis par le maître de conférence de l'université du Yaoundé 1, professeur Robert Evola, arrive à un... Le concept d'émergence selon le professeur Evola tend à devenir davantage un outil propagande. L'auteur affirme en page 13: aujourd'hui, on parle d'émergence à propos de bien d'autres choses, de tout et de n'importe quoi. Ces individus occultent toute la réalité scientifique qui est beaucoup plus complexe que celle que le simple mot émergence peut avoir comme sens primaire. Toutefois, le professeur Evola précise que son livre s'écarte de toute polémique. L'auteur s'est refusé de jacasser d'autres mensures émergentes, tantôt réunies, tantôt célébrées. En tout cas, c'est un phénomène objet de sarcasme. Entretenu entre émergence, développement, croissance et l'évolution, tel est le choix opéré par le professeur Evola en choisissant de traiter de la théorie de l'émergence tout en attirant l'attention sur la maîtrise des mécanismes de l'émergence, à savoir l'émergence réactive, active, passive et vitale. Mon livre traite de la théorie de l'émergence. Comme toute théorie, le langage est assez spécialisé. Mais comme je touche à un problème d'actualité qui intéresse toutes les couches sociales,
Cet essai, comprendre le phénomène de l'émergence, qui reste une théorie générale sur l'émergence, aborde des problématiques plurielles, tant au plan du développement personnel, organisationnel ou national, a fini par conclure l'auteur. Et puis dans l'actualité encore, cette Assemblée générale du syndicat national des agents de la fonction publique et de la réforme administrative, le SINAFOPRA. À l'ordre du jour, bien sûr, différents points contenus dans le cahier des charges. L'économie de ces points avec Teclair Mekui Movono et Gérard Minidou. Réunis en Assemblée générale, les agents de la fonction publique, membres du syndicat des agents de la fonction publique et de la réforme administrative SINAFOPRA, ont devisé sur les dysfonctionnements qui minent leur quotidien. Il y a eu recensement en 2010. Au sortir de ce recensement, il était dit qu'on ne peut pas recruter si on n'a pas encore maîtrisé l'effectif de la fonction publique sortie du recensement de 2010. À notre grande surprise, vous comprenez, notre grande surprise, le recrutement se fait à la fonction publique en coulisses. En 2019, on était au matricule 144, 441 autant pour moi. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes au matricule 172. Faites le différentiel, ça veut dire qu'on recrute à la fonction publique. Et quand on recrute à la fonction publique, il faut recruter selon les normes. Pour être recruté à la fonction publique, il faut vérifier le dossier. Cette cellule n'existe plus à la fonction publique. Et c'est grave pour notre administration. Et plus qu'hier, nous avons la direction de la gestion des carrières, qui aujourd'hui, depuis 2 ans, n'a pas de responsable. Il faut que le président prenne ses décisions. Une direction, une fonction, un ministère aussi important qu'on ne peut rester avec des gens qui ne respectent pas la norme. Parce que la fonction publique, c'est le garant de la norme. Une assemblée générale qui a permis aux uns et aux autres d'être édifiés sur les démarches entreprises par la structure syndicale au cours de l'année écoulée. On a déposé un cahier de charges. Sur ce cahier de charges, au mois de décembre, sur ce cahier de charges, Madame la ministre nous a reçus. Et dans ce cahier de charges, on a étalé les mots qui minent la fonction publique aujourd'hui. Et au sortir, il fallait qu'on fasse le compte rendu à la base. Le SINAFOPRA entend ainsi tout mettre en œuvre avec sa tutelle pour trouver satisfaction aux revendications contenues dans son cahier de charges. Et puis on parle politique pour dire que suite au report de l'élection du bureau du conseil municipal de Gamba par le préfet, Sylvestre Ndong Assoumou, conseiller ACR UPG, a donc fait une déclaration au cours de laquelle il donne la position de son parti. Il est au micro de Njeri Bougou et Victor Mundunga. Et c'est un peu inédit qu'à Gamba, aucun des partis en présence n'avait obtenu à cette élection la majorité absolue. Après la prise de décision du ministère par arrêté, convoquant le collège électoral de la commune de Gamba, a cru bon de convoquer les 29 conseillers par la note 005/Miss-PIG/PGBA. Le préfet du département de Ndougou, par simple note, a renvoyé l'élection alors que ce n'était pas de sa prérogative. Au niveau de l'UPG, nous demandons désormais une suspension des opérations de vote du bureau communal pour la commune de Gamba pour que la Cour constitutionnelle puisse s'auto-saisir de cette situation pour une interprétation de l'article 57 de la loi 1596 relative à la décentralisation. Voilà, c'était donc Sylvestre Ndong Assoumou, conseiller ACR UPG. Il faisait là donc une déclaration suite donc au report de l'élection du bureau du conseil municipal de Gamba. Les conseillers municipaux du 1er et 2e arrondissement de la commune de Lambaréné viennent donc d'élire leur maire. Il s'agit respectivement de Jean-Justin Maury et également de Nguema Mbumba Janvier. Une élection qui s'est faite dans la sérénité, nous rapporte Charline Warampira. Comme dans toutes les autres communes du Gabon, celle de Lambaréné vient de procéder à l'élection des nouveaux maires du 1er et 2e arrondissement de cette ville.
Dans le premier arrondissement, sur les 17 conseillers élus, seuls 15 ont participé à l'élection du nouveau maire. Une cérémonie présidée par le gouverneur de la province du Moyen-Ogooué. Suffrage exprimé, 15. Nombre de candidats, 1. A obtenu 15 voix, soit 100%. Est élu maire du premier arrondissement de la commune de Lambaréné, Monsieur Mori Ngouemandji Jean-Justin Hilaire. À nouveau, le parti m'a renouvelé sa confiance en me donnant normalement la gestion comme maire du premier arrondissement. Donc je suis satisfait et comme d'habitude, nous essaierons de faire le nécessaire pour la ville de Lambaréné. Dans le deuxième arrondissement, ce sont tous les 16 conseillers qui ont choisi leur maire, en présence du président de séance, le général Aboulé. C'est finalement Janvier Nguema Mbumba qui va diriger pour 5 ans la mairie de cette circonscription électorale. Même en étant de l'opposition, j'ai présidé cette session d'élection et j'en sors très satisfait parce que tout s'est très bien déroulé. Et je dis merci à tous ceux qui ont pensé que le PDG pouvait diriger cet arrondissement pendant 5 ans. Il est de notoriété publique que les hommes passent, mais les institutions restent. Nous disons merci à tous. Les maires du premier et deuxième arrondissement de la commune de Lambaréné étant connus, les populations attendent un meilleur visage de leur ville. Voilà, pour la suite de cette édition d'information, on parle de cet hommage. Et voilà, c'est ça aussi les aléas du direct. Cet hommage à Edingo Rigobert Mintsa, qui, vous le savez, nous a quittés. Il est décédé le 24 janvier dernier. Les artistes et toutes sortes de personnalités donc lui ont rendu hommage. Voilà ce qu'il en ressort dans ce reportage de notre confrère de la rédaction, Yves Oyono. Les images de Jean de Dieu Momboutou. Petite bourgade du Wellington, désormais quartier populaire d'Oyem, Rigobert Mintsa Logo, appelé Sony Edingo n'est plus. L'artiste, guitariste, chanteur, auteur, compositeur, interprète a rendu l'âme le vendredi 24 janvier 2014 à 22 h au centre hospitalier universitaire de Libreville. Après une longue carrière artistique marquée par des hauts et des bas, Edingo s'en va avec le cœur plein de regrets. Je lutte depuis des années pour reprendre ma place dans la scène nationale, mais en vain, parce que à chaque fois je me présente là où j'espère avoir les moyens. La même réponse nous a toujours été donnée que le ministère n'a pas de moyens pour financer les projets des artistes. Les chansons Minkus et Yamon resteront à jamais marquées dans les mémoires des mélomanes. La musique est un produit très commercial. Je vois mal comment on néglige la matière première artistique parce que la musique se vend comme le pétrole, comme le manganèse, le bois, et ainsi de suite. Mais il faut que nous essayions de réfléchir là-dessus. Au moment où l'artiste Edingo amorce son retour vers la terre de ses ancêtres pour finir poussière, l'hommage et le souvenir des autres artistes est grand en cette circonstance. L'artiste qui a de l'ambition à faire la musique, parce qu'il y a ceux qui font la musique aventurière, c'est-à-dire parce que les autres font, il y a d'autres qui le font parce qu'ils doivent le faire et c'est leur seul moyen d'expression. Donc nous luttons ensemble avec les autres pour qu'une solution normale puisse être prise pour les artistes gabonais. Maître et initié très tôt aux traditions du Wellington dans les Launes est un élément culturel phare. Edingo fut un grand chanteur, un artiste inspiré et pétri de talent, d'où la reconnaissance de la radio-télévision gabonaise au début des années 80. Il fut l'une des révélations de l'année dans l'émission Au clair de la lune, au même titre que bien d'autres. L'artiste ne peut rien s'il n'a pas un soutien matériel et financier. Et c'est ce qui fait le grand malheur et le grand retard de la musique gabonaise. À 62 ans, Edingo s'en va, sans avoir vécu son rêve, le plein épanouissement de l'artiste gabonais à travers le versement des droits d'auteur.
Voilà, avec la disparition des lingos, c'est toute une bibliothèque musicale qui s'en est allée. Ce fait divers avec les agents de la direction provinciale des eaux et forêts du Haut-Ogooué, ils viennent à nouveau de procéder à la saisie des pointes d'ivoire et du gibier dont certaines espèces sont intégralement protégées. Cette cargaison se trouvait au domicile d'une femme de nationalité camerounaise. Le récit de Gabon Télévision Massoukou. Le stock est composé de plusieurs dizaines d'espèces animales partiellement et intégralement protégées, à savoir des gazelles, des porcs-épics, des singes, des potamochères, un boa chassé dans le parc de Plateau Batéké avec ses fusils de type calibre 12. Cette opération a été rendue possible grâce à la vigilance des éléments de la direction provinciale des eaux et forêts du Haut-Ogooué avec l'appui du Parc national des Plateaux Batéké, le WCS, Conservation Justice et d'autres partenaires qui luttent pour la conservation et la nature. Ce fruit de 2 jours de mission a été présenté à la place publique devant le procureur de la République, Gilbert Barangolo, qui devra engager des poursuites contre les propriétaires de cette cargaison de gibier saisie. Là, ils sont en train de détruire la première phase. La deuxième phase, ils ont laissé des convocations aux intéressés. Ils vont donc passer chez eux. Ils auront notre choix. Certains vont être traduits et d'autres vont subir la procédure de transaction, simplement. Mais la loi elle-même prévoit une fourchette qui va même jusqu'à 10 millions. Selon le cas. Voilà, selon le cas. Ça veut dire que ça peut varier de 10 000 à 10 millions, mais les fourchettes sont déjà bien précisées par le texte. Les noms des responsables de tous ces gibiers demeurent encore inconnus, comme l'est aussi sa destination. Tous ces gibiers étaient enfouis dans des sacs. Il s'agit d'une technique utilisée par les braconniers et leurs complices pour déjouer la vigilance des agents au poste de contrôle dirigé par Lucien Massoukou. Voilà, et pour la fin de cette édition des formations, puisque nous sommes dans les faits divers, nous recevons un invité. Il s'agit de Jonas Moulenda, très connu, bien sûr, du grand public. Bonsoir, Jonas. Bonsoir. Alors, vous venez ce soir pour nous présenter un nouveau venu, bien sûr, dans le monde médiatique, appelé Faits divers. C'est bien cela? Oui, c'est un nouveau journal, un hebdomadaire lancé sur le marché à partir de demain par la société Nord Édition, éditrice du journal Écho du Nord. Donc, nous lançons un journal consacré aux faits divers, à l'image des détectives en France ou des révélations au Sénégal. Ce journal sera sur le marché à partir de demain et vous trouverez tous ces sujets qui sont à la une. Oui. Alors, ça c'est donc la une qui sortira demain. C'est la une du journal qui sortira demain. Alors, il y a Tragédie d'un coltan, l'épreuve. Oui, nous revenons à découvrir. Oui, nous revenons sur cette tragédie parce que ça nous a marqué. Vous savez, en tant que journaliste, on a aussi des émotions à faire transparaître. Bien sûr. Et nous avons été touchés par ce drame. Une famille décimée en l'espace de quelques secondes, c'est quelque chose qui mérite qu'on s'y attarde. Donc nous sommes allés rencontrer la veuve qui traverse une période difficile. Je vous dis qu'elle est entrée en syncope 3 fois. Et là, ce soir, j'ai appris qu'elle est repartie à l'hôpital à la suite des problèmes de santé qu'elle accuse parce que depuis là, elle éprouve des cauchemars. Et vous voyez... Vous faites partie, Jonas, de ceux qui ont fait défrayer, on va dire, la chronique sur la perdition un tout petit peu de nos mœurs, les mariages gays. Je vois qu'il y a également un article dessus. Les gays sont là. Oui, justement. Nous voulons... Ça a même suscité plusieurs controverses. D'aucuns ont pensé que ce n'était pas des images réelles, que ce n'était pas au Gabon. Qu'en est-il exactement? C'est des choses qui sont passées. Moi-même, j'ai été témoin de la manifestation, même si je n'ai pas accès à la salle. D'accord. Pour la simple raison que je ne suis pas gay. Mais ce sont des faits qui se sont produits et que je pouvais prouver, quoi. Alors, à découvrir encore, polémique autour d'un corps rapatrié du Nigeria. Oui, il y a un problème sérieux. Il y a un compatriote qui était soudeur dans une entreprise installée à Libreville, qui était parti en mission au Nigeria. Après une semaine, il a disparu. On a annoncé à sa mère qu'il était décédé. On avait d'abord, dans un premier temps, annoncé qu'il avait été pris par des ravisseurs. Et là, quelques jours après, on annonce qu'il est décédé. Et la maman demande que le corps soit rapatrié. Malheureusement, le corps qui arrive n'est pas le corps de son fils. Donc ça pose une véritable polémique au niveau de la maison de sépulture. Parce que la première chose qui surprend, c'est que les papiers ont été établis au Cameroun et déclarent que le jeune homme de 32 ans
serait mort au Cameroun, alors que l'entreprise déclare qu'il était mort au Nigeria. Donc il y a un problème. Alors, fait divers, ça sort demain. Lorsqu'on parle de fait divers, dans la profession, on parle souvent de chiens écrasés. Comment est-ce que ce magazine, c'est un hebdomadaire, c'est ça? Un hebdomadaire qui paraîtra. Comment est-ce qu'il est chaque financé? vendredi. Financé comment? Il est financé par le groupe Nord Édition. D'accord. Tout simplement. Tout simplement. Alors, votre appel, votre invite aux Gabonais, à combien il sera dans les kiosques? Il sera à 600 francs seulement. Seulement? Seulement. Ok, sans commentaire. Jonas, je rappelle à nos téléspectateurs, vous êtes donc le directeur de la rédaction, bien sûr, secrétaire de rédaction, rédacteur en chef de cette revue. Un petit mot au public avant de nous séparer? Non, c'est dire aux Gabonais que pour la première fois, le pays vient de se doter d'un journal consacré entièrement aux faits divers. Et c'est une bonne occasion parce qu'il était grand temps, quand on voit le nombre de faits divers qui sont restés à travers le pays, il était grand temps qu'il y ait un journal spécialisé. C'est la tendance un peu partout à travers le monde. Il y a des journaux spécialisés parce que tout le monde ne peut pas faire la même chose en même temps. Il ne peut pas avoir un journal qui fait la politique. Il faut une spécialité pour un meilleur suivi des dossiers. Et c'est ce que le groupe Nord Édition a voulu faire en lançant sur le marché ce journal qui, j'espère, sera bien accueilli par les Gabonais. D'accord. Merci, je rappelle que nous étions avec Jonas Mulenda, donc c'est le directeur de la rédaction, rédacteur en chef donc, qui nous présentait donc ce nouveau venu dans les kiosques fait divers. Voilà, à 600 francs à partir de demain. C'est bien cela, Jonas? Vous restez avec nous. Je vais demander la participation de mon cadreur également parce qu'il y a un autre nouveau venu demain dans les kiosques. Il s'agit de Tam Tam, le Tam Tam des tropiques. Le Tam Tam des tropiques, un journal d'information générale. Vous pourrez lire sur la une de demain, justement, puisque c'est l'actualité, le nouveau gouvernement, le gouvernement actuel, Onaondo au pied du mur, puisque, vous le savez, le chef de l'État a dit qu'il n'y a pas de moment de répit. Il faudrait que le nouveau gouvernement s'attelle directement à mettre en branle ce nouveau pacte social avec les Gabonais. Voilà donc un nouveau venu avec lequel on pourra désormais compter à partir de demain le Tam Tam des tropiques. Voilà, Jonas, merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette édition d'information. Avec moi ici, Arnaud Mengue et Cyril Caris, également assuré les cadres tout au long de cette semaine. La coordination était assurée par Chérel Bungota et Paulin Siaki, bien sûr sous le regard bienveillant de secrétaire de rédaction Jerry Bougubivigou et toute l'équipe d'antenne dirigée par Pierre-Charles Savage Olago Vanji se joignent à moi pour vous dire merci. Merci de nous avoir supportés tout au long de cette semaine. Bonne suite des programmes sur Gabon Télévision. On se retrouve très prochainement.